Bonsoir à tous, bienvenue dans Challenge. Je suis en train de discuter un petit peu avec nos invités. Nous sommes le 41e jour de l'année. Il faut savoir aussi que cette année est bissextile et j'espère que sur le plateau, que nous n'avons pas donc d'invités nés le 30 février. On le verra d'ici quelques instants. En tout cas, sachez que ça nous fait énormément plaisir donc, de se retrouver tous les lundis soirs. Merci bien évidemment à tous ces hexagonaux qui nous regardent sur la toile et un peu partout aussi. Et puis j'ai tendance à le dire aussi, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Et puis quand je suis là, je me dis que nous sommes un lundi soir, n'est-ce pas? C'est vrai que les heures ont changé par rapport donc aux campagnes donc des élections jusqu'au soir du deuxième soir en tout cas donc des élections pour le 22 mars. Nous débutons à 19h et puis après nous reprendrons bien évidemment nos vieilles habitudes, c'est-à-dire faut pas changer une équipe qui a gagné. En tout cas, merci à vous, ça je tenais à le dire bien évidemment. Nous avons donc sur le plateau avec nous, et c'est vrai que nous allons faire une découverte en termes donc de discipline et de sport, puisque c'est le cas de Challenge tous les lundis soirs. Nous avons avec nous donc le président Guy Vala, président donc de la GSA, l'association Guadeloupe Sport Adapté. Bonsoir Guy. Bonsoir. Que nous discutons bien évidemment régulièrement sur les différents réseaux sociaux et je tenais absolument qu'il soit là ce soir pour, pourquoi pas, éclairer un petit peu sur cette belle discipline qui, à mon avis, qui ressemble beaucoup au hockey sur glace. Mais on verra avec vous, c'est peut-être une petite famille dérivée, donc on verra le floorball. Voilà, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec le vice-président Harry Sulmona, qui est donc vice-président donc, de cette association, la GSA, qui est aussi chairman, et vous, Guy Vala, vous êtes donc le directeur national, on verra ça dans quelques instants, en termes donc olympiques. Merci d'être là, ça c'est le floorball, merci en tout cas. Patrick Onesta, que nous connaissons bien du côté donc de la ville des Abîmes, qui a été le pionnier même, puisqu'il a intégré le basket au sein même de la ville des Abîmes et puis a décidé tout simplement de continuer sa route, cette fois-ci avec une petite balle comme ça, mais qui fait beaucoup d'effets, c'est le ping-pong. Et là, vous avez réussi votre groupe, puisque en 2018, vous avez pu créer le Pongis Club des Abîmes, donc de la MJCA. C'était pas quand même facile, évident, mais vous avez quand même réussi. Merci d'être là, Patrick. Oui, bien sûr. Bonsoir Pascal, bonsoir la Guadeloupe. Voilà, donc on parlera bien évidemment de ce très beau club 2018 et qui d'ailleurs, vous aviez une compétition ce week-end et vous êtes sorti grandi. Bien sûr. Très bien. Merci en tout cas d'être là. Un petit clin d'œil, c'est le clin d'œil comme chaque lundi. C'est ce jeune homme que nous avons eu souvent l'occasion d'avoir sur le plateau. C'est Sonny Mathias qui est parti faire ses armes. Il était très très bon ici en VTT, très très bon en vélo. Ses parents ont décidé de l'accompagner. Il est en métropole. Je l'ai eu hier. Je vous propose donc de l'écouter. C'est Sonny Mathias. Mathias, voilà, c'est ça, vice-champion d'Île-de-France de l'Omnium. C'est sur la piste. C'est vrai, on le dit assez souvent que nous avons ce stadium Amédée de qui est donc bien propice à nos athlètes. Lui, il a préféré partir, il est donc du côté du team 94. Et il a été vice-champion d'Île-de-France de l'Omnium sur piste. C'était donc au Vélodrome National Saint-Quentin. Je vous propose d'écouter Sonny Mathias, que je retrouve avec plaisir. On l'écoute et puis nous revenons dans quelques instants. Bonsoir Challenge, je me présente Mathias Sonny et je suis âgé de 15 ans. Cela fait maintenant 10 ans que je pratique le cyclisme, que j'ai commencé à l'âge de 5 ans au club de ma commune, la JCA Jeunesse Cycliste Abimienne, club dans lequel je suis resté 8 ans. Et par la suite, mes parents et moi avons pris la décision que je partirai en métropole pour pouvoir évoluer au sein du club formateur, le Team 94 Cycling. Maintenant, ça fait 2 ans que je vis en France. Dans l'ensemble, ça se passe à un début très compliqué, parce que c'est vraiment pas facile de partir vivre sans les parents, d'aller à l'entraînement sous des températures de -1, -2. Mais malgré tout ça, j'ai su ne rien lâcher et continuer et passer une très belle année avec 2 victoires, des places d'honneur, une 6e place au championnat d'Île-de-France, remportée par mon coéquipier Giovanni Dolin, lui-même d'origine guadeloupéenne. Maintenant, j'entame ma 2e année avec le Team 94 Cycling. Et franchement, un très bon début de saison avec 3 fois sur le podium, une place de vice-champion au championnat d'Île-de-France sur piste de l'Omnium qui malheureusement, je perds de quelques points. Et voilà, dans l'ensemble, tout se passe super. J'en profite aussi pour passer un petit coucou à ma famille en Guadeloupe et à remercier aussi tous ceux qui me soutiennent. Mon entraîneur, M. Philippe Vulgaire, mon président, M. Patrice Lérus,
Et aussi, je remercie Pascal Abattant de m'avoir contacté pour passer sur le challenge. Et aussi, surtout, je remercie ma tante chez qui je vis maintenant. Et voilà. Voilà, donc de retour. Pardonnez-nous parce que c'est vrai que là j'ai pas de retour, donc je suis quand même un petit peu à l'aveugle, ça il faut le dire. En tout cas, merci à Sony. Je vous propose de regarder aussi dans l'ordre sa course. C'était donc à Saint-Quentin. Regardez. Allez Sony! Ouais, Sony Macia, c'est pour aller très vite. On a pu se rendre compte ces dernières semaines de ses qualités d'explosivité. Le courant du tir 94 là qui est bien parti pour réaliser un très bon temps. À parcourir pour Sony Macia. Très bien, retour, donc c'était donc à Saint-Quentin, c'était ce petit clin d'œil. Nous saluons ses parents, sa mère, son père, c'est vrai qu'il accompagne jusqu'au bout. Et regardez aussi ce podium, très 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 beau podium. Je pense qu'il faut bien évidemment encourager tous ces jeunes aussi qui partent et aussi ses parents. Regardez le podium. Voilà, merci à Zeboué, comme je vous l'ai dit, votre comportement en tout cas. Voilà, c'était donc Sony Mathias, et puis nous l'encourageons parce que c'est vrai que c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir. Il y en a pas mal aussi comme ça. Il y a le jeune Dolin que nous ferons bien évidemment, pourquoi pas, mais l'honneur si toutefois il vient dans le département et même essayer de le contacter du côté de la métropole. Voilà, donc nous revenons donc sur le plateau avec Guy Vala, on l'a dit, président de la GSA, Association Guadeloupe Sport Adapté, et président donc, et puis Harry Sulmona, vice-président. Et Guy Vala, vous êtes président, on l'a dit, le floorball. Quand on entend le floorball, si on va chercher la traduction, on dit fleur avec un ballon. Et je ne pense pas que ce soit le cas exact, puisque c'est un terme, on imagine, américain. Qu'est-ce que le floorball ? Je vais rapidement te répondre, Pascal, mais j'aimerais qu'on aborde ce sujet qui est le sujet Special Olympic, vraiment enfin, si tu préfères. Oui, bien sûr. Et le floorball, en fait, c'est floor qui veut dire floor, qui est fleur, le sol, floor c'est sol, et ball, le ballon de sol. Donc en fait, c'est une déviance ou une connexion du hockey sur parquet. Pourquoi le floorball est devenu depuis peu? Parce qu'avant, il y avait le floor hockey, donc c'était le hockey sur parquet qui se jouait, lui, par contre, avec un disque. Mais simplement, avec les statistiques, on évolue et on voit que avant ça se jouait, si tu veux, avec une manche à balai qui était remplie de feutrine, mais ça devenait un organe dangereux pour les personnes en situation de handicap. Donc maintenant, on a pris l'équivalent du hockey en mettant une crosse qui est beaucoup plus légère. Elle est en plastique et effectivement, la balle aussi n'est plus un disque, mais une balle. Donc c'est une discipline qui se joue aux États-Unis et surtout au Canada, mais aussi un petit peu en France. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est l'équivalent des activités qui sont à Special Olympique, mais qui nous ramènent aux activités d'hiver. Ouais, c'est un sport quand même qui a pris naissance en Amérique du Nord. Tout à fait. Qui a été récupéré, adapté par les Suédois, c'est ça? Oui, les Suédois. En fait, par les Suédois, les Norvégiens, les Norvégiens particulièrement, mais c'est une discipline sous laquelle on en parlera tout à l'heure parce qu'en fait, elle est amenée à se répandre ici et particulièrement dans les établissements médico-sociaux d'ici puisque nous avons une entraîneuse. Moi, ce que je veux, c'est que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est la petite famille donc du hockey sur glace, moins viril parce que je pense que les contacts sont moins. Non, faut se méfier. Les contacts sont toujours aussi intenses, mais simplement ça se fait dans des laps de temps. Ce sont des créneaux. En hockey sur glace, ils ne sont pas plus équipés d'ailleurs. Et les contacts là aussi, ils sont équipés parce que les chocs sont aussi violents. Je pensais qu'il n'y avait que l'épaule. Ils ont aussi des protections. Ils ont aussi des protections au même titre.
Peut-être en floorball moins, mais en hockey, en floor hockey, il y avait des protections, des casques spéciaux. Je ne sais pas si on aura peut-être plus tard des images, mais le gardien, le goalkeeper, il est obligé d'avoir une protection parce que les coups fleuves. Ouais, il y a des photos, mais peut-être pas dans l'ordre. Alors Zébris, il y a des photos où on voit avec justement sur le terrain le floorball. Zébris a fait le nécessaire pour nous montrer ces quelques photos, de manière à ce que nos téléspectateurs s'imprègnent un petit peu donc de ce que c'est. Tout à fait. Ça y est, c'est bon. Tout à fait. Parce que là, vous avez les images, moi je ne lis pas. C'est ça, c'est ça. C'est cette discipline, tout à fait, donc qui se joue. Alors l'avantage de cette discipline maintenant qui est née, il faut savoir que dans ce programme maintenant, on a ce qu'on appelle le Unified Sport, c'est-à-dire comme ici, c'est le sport unifié qui permet justement à des personnes en situation de handicap mental d'être associées à des personnes normales. Donc les personnes normales qui peuvent être au nombre de 1 ou 2 sont associées avec ces personnes en déficience, et quand on a ça, justement, ces personnes-là peuvent les aider. Donc c'est juste une assistance, et nous, peut-être, voyons le jour, on aura peut-être un club normal ici. Alors ce qui est intéressant aussi dans le floorball, c'est qu'on peut associer aussi mesdames. Si. On a toujours dans ces disciplines-là, il n'y a pas eu de difficulté d'association. Les ligues, les comités, tout le monde peut y associer. Dès qu'il y a le profil et le faciès handicap mental, on peut y associer. Ça, c'est l'avantage. Parce que vous avez des équipes de football, de basket qui peuvent être maintenant mixtes. Elles peuvent être mixtes maintenant aussi, et aussi dans toutes les disciplines. Voilà. Donc ça se joue à 5, parfois à 3 aussi. Parfois à 6 aussi. On fait un 3 pas, Non, c'est pas ça. C'est par rapport. Je voulais pas entrer encore dans ça parce que c'est un peu tôt pour moi. Je ne voudrais pas qu'on pense que je parle que de ça, mais il faut savoir que on parle de level, c'est de niveau. En fonction du level, vous pouvez avoir des équipes qui sont moindres, et plus le niveau est élevé, plus on a un nombre important dans la constitution des équipes. Donc les équipes, quand elles sont étoffées, c'est quand le niveau est très élevé. Donc on a des équipes qui vont très vite. Et intrinsèquement, cette discipline que vous voyez là, ce sont des disciplines que quand les jeunes, alors vous avez notre coach qui est retourné diplômé, elle est là, donc c'est Émilie Quérault qui est maintenant la grande fer de lance et qui va pouvoir expliquer et faire passer la discipline ici. Donc je disais que vous verrez que ce sont des disciplines qui masquent leur handicap. Parce que quand ils ont intégré le jeu en lui-même, vous verrez simplement que ça va très très vite, et eux ils ne se posent pas de questions, ils lâchent les freins. C'est un très beau geste en tout cas pour ces personnes à mobilité aussi, peut-être réduite aussi, de votre côté, non ? Non, pas forcément réduite. Pas forcément réduite. En tout cas, c'est déjà... On peut avoir. C'est surtout la spécificité handicap mental qui prime pour nous. Harry Sulmona, vous êtes vice-président, technicien aussi. Tout à fait. Technicien de haut niveau. Alors ça se pratique où justement ? Guy Vallat, on le dit, on le ressent même à travers ses mots, et son visage même le rayonne avec plaisir. Il parle donc de cette discipline. Vous exercez où ici en Guadeloupe ? C'est-à-dire que pour l'instant nous n'exerçons pas encore, puisque comme c'est une nouvelle activité en fait qui a été mise en place, donc pour l'instant on est en pleine phase. Mais l'association a été créée depuis 1988. Non, on va t'expliquer ça tout à l'heure. Tu es rentré par la mauvaise porte trop vite. Mais c'est pas bien grave. Non, mais le floorball en fait c'est ce que vous m'avez envoyé. Oui, mais comme je te disais, donc le floorball en fait c'est une activité qui est tout à fait nouvelle. Donc pour l'instant c'est simplement une mise en place que nous sommes. C'est une mise en place. C'est pour ça que nous avons effectivement envoyé Émilie en formation pour qu'elle puisse effectivement par la suite retransmettre tout ce qu'elle a appris en Jamaïque, puisque la formation s'est passée en Jamaïque. Donc là nous sommes en train de mettre en place. Et donc voilà, le floorball c'est une activité qui est nouvelle. On essaye en tout cas de développer d'autres activités nouvelles, à part les activités que nous avons d'habitude. Mais le floorball, oui. Prend naissance. Prend naissance, et il faut laisser le temps au temps. Donc voilà. Guy Vallat, l'association a été inscrite à la préfecture en quelle année ? En 1988, en septembre 88. Merci beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai vu. Oui, mais il faut. Non, mais on viendra sur le côté olympique tout à l'heure. Voilà, donc on va pas trop vite en besogne. Tout à fait. Parce que c'est important de ne pas tout mélanger. Ça a été, faut pas tout mélanger. Parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, en fait,
on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais la GSA a deux versants, comme je disais tout à l'heure. Le versant fédéral, en fait, qui est la Fédération française de sport adapté, et le versant spécial olympique, qui est tout à fait différent du paralympique, par exemple. Donc, on prendra le temps de bien expliquer, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout au niveau local. Alors, Guy Vala, quels sont les pions aujourd'hui que vous placez de manière et les mots que vous allez trouver pour justement faire venir toutes ces personnes à vous? Alors, le seul problème, c'est que ce que tu sais déjà, je sors de loin. Donc, en sortant de loin, il faut refédérer les troupes. Donc la recette, les troupes, ce sont avant tout les établissements médico-sociaux et leurs chefs de service et leurs directeurs. Beaucoup sont partis à la retraite et il y a de nouveaux. Le problème, c'est que le sport reste une activité majeure et fédérative et rééducative dans toute structure médico-sociale. Donc je prends par exemple un établissement qui a des jeunes en situation de travailleurs, par exemple les CAT, les ESAT, ce sont de jeunes travailleurs ayant une déficience intellectuelle. Ce sont des abréviations, les gens peut-être ne comprennent pas. Les établissements de soins où il y a des ateliers de travail, comme par exemple les jeunes en situation de handicap qui font de l'espace vert. D'accord. Donc ces personnes qui sont en situation pré-professionnelle ou professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur structure, on leur apprend un premier métier, ils peuvent après, quand ils sont aguerris, ils ont passé un certain temps, être autonomes et se décider, ne veulent plus venir à l'établissement et d'avoir leur propre entreprise. Mais ces personnes qui sont toute la journée, parce qu'en fin de compte, l'établissement devient pour l'instant un employeur. Donc il a aussi besoin de faire son chiffre. Donc ce qui veut dire qu'il va prendre des contrats chez des particuliers ou des mairies ou autres. Le jeune qui est en situation pré-professionnelle, il doit rendre des comptes à sa structure médico-sociale. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas, nous, le laisser tout le temps en situation d'emploi. Il y a le sport qui est un vecteur réparateur et qui est un vecteur, je pourrais dire, stabilisant. Le jeune qui est rodé à faire que de l'espace vert, il sait une chose. Vous en avez qui savent démarrer une débroussailleuse. Ça, c'est son rôle. Il sait le faire. Il va le faire de manière robotique. Il y a un autre qui est spécialisé dans le balayage. Il a un balai, il fait que ça. Donc, ça devient automatique. Nous, dedans, on dit que oui, il y a tout ça, mais il y a aussi le côté où il faut développer le sport ou le continuum, ça, le sport. Dit tout à l'heure, quel que soit le sport, il faut du sport. Ça, mais le problème aussi, c'est qu'il y a aussi plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Comment les inciter? Comment les inciter à venir? Les inciter, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'établissement qui doivent savoir que dans leur projet éducatif, le sport ne devrait pas être en petit, écrit en minimum. Il doit rejaillir et revenir. Par exemple, un jeune qui est en situation, j'ai pris volontairement l'espace vert, c'est un jeune qui à un moment donné, il est fatigué, il va s'asseoir. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'éducateur spécialisé va lui donner à un moment donné un temps de pause. Mais il vient déjà avec quoi? Il vient avec son sandwich, qui est un grand sandwich comme ça, et un coca ou autre, j'ai pas fait de publicité, mais en fait, il y a la malbouffe. Donc il mange mal, il ne prend pas de vitamines, il ne prend pas de repas équilibrés, et quand il a fini, qu'est-ce qu'il fait? Il est épuisé, il a les muscles qui sont tétanisés parce qu'il a fait toujours les mêmes gestes, donc il a des fois des douleurs, donc pas prise en compte parce qu'on n'entend pas sa souffrance. Il rentre chez lui épuisé, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Donc s'il n'y a pas un club relais qui va prendre le support ou un éducateur qui se dit, bon, je suis éducateur technique, j'ai fait l'espace vert, mais après c'est le relais à un autre éducateur ou un éducateur sportif dit, aujourd'hui vous avez travaillé pendant 4 jours, les gars. Le 5e jour, c'est le mien, c'est-à-dire l'éducateur sportif. Je vais au sport avec vous. Je fais de la marche ou je fais un petit club de football, on fait un petit match sur un terrain. Donc voilà un peu l'aspect. Donc c'est les directeurs et les projets d'établissement qui doivent plus intégrer le sport comme un vecteur rééducatif. Guy Vala, vous les avez déjà contactés? Oui. On a eu une réunion samedi, on a eu une réunion vendredi. Très bien. Alors, il y a l'association Handisport, je crois que c'est Jean-Marie Pili. Alors, Jean-Marie Pili qui ça aussi. Là, nous sommes là pour essayer de comprendre un peu les ça aussi. Ça c'est. Je laisse le volet à Harry, mais ça, il faut aussi expliquer ça aussi. Voilà, j'ai eu l'occasion déjà donc de participer, de faire des sujets aussi sur l'handisport avec Jean-Marie Pili. C'était donc au Vélodrome. Voilà. Il y a ça aussi. Et puis vous avez parlé tout à l'heure donc de fédérer. Je ne sais pas si le Cross-Bois aussi, vous avez déjà contacté. Mais c'est un partenaire principal et majeur. Voilà, il n'a
pas de discrimination à faire, il doit aussi intégrer ça. Pour pouvoir implanter justement tout ça. Oui, je vais apporter une petite précision quand même par rapport à ce qu'a dit Guy. C'est-à-dire qu'effectivement, des établissements comme les ESAT, comme les CAT n'ont pas d'éducateurs sportifs dans leur structure. Le sport n'est pas intégré dans le projet de l'établissement. Par contre, vous avez effectivement des établissements comme les IME, où le sport fait partie intégrante du projet d'établissement. Donc là, effectivement, vous allez retrouver des éducateurs sportifs dans ces établissements-là. Spécialisés. Oui. Voilà, les établissements spécialisés comme un IME, comme je vous ai dit, qui est un institut médico-éducatif. Donc forcément, vous allez avoir un éducateur sportif dans l'établissement qui va prendre en charge la quasi-totalité des jeunes. Ça va aussi dépendre de sa problématique, ça va dépendre. Donc c'est la petite précision que je voulais porter par rapport aux ESAT qui n'ont pas effectivement d'éducateurs sportifs. Et les établissements médico-sociaux comme les IME, les CESAD ou d'autres types d'établissements dans le même sens, et les foyers de vie aussi, puisque vous avez certains foyers de vie qui ont des éducateurs sportifs, mais vous en avez aussi qui n'en ont pas. Mais on peut éventuellement mutualiser les moyens et faire en sorte qu'un éducateur sportif d'un foyer aille vers un autre foyer pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir une activité physique et sportive. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais porter par rapport aux éducateurs sportifs. Pour revenir à ta question s'agissant du handisport, il faut savoir que le handisport et le sport adapté, c'est deux entités différentes. Le handisport traite tout ce qui est handicap physique et sensoriel, et le sport adapté, tout ce qui est, on va dire, du côté cognitif. Ce qu'on appelle plus communément la déficience mentale. D'accord. Moi, c'est un terme que je trouve assez barbare, la déficience mentale, donc je préfère effectivement dire... Comment on peut déterminer justement? C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage, tant sur le plan autonomie, tant sur le plan social. De compréhension. C'est des jeunes aussi qui représentent des retards scolaires. Donc voilà, on va dire que c'est plus des jeunes en difficulté. Comment on arrive à détecter justement? En fait... ils sont c'est vrai déjà dans la structure? Non, c'est-à-dire que ça se passe comment? Ça se passe que les jeunes sont accueillis dans un établissement médico-social. Il y a une équipe pluridisciplinaire qui est chargée d'évaluer le jeune. Donc l'équipe pluridisciplinaire, c'est quoi? C'est un psychiatre, c'est un psychologue, les éducateurs, un médecin et l'assistant social aussi. L'assistante sociale, voilà. Donc à ce moment-là, quand effectivement le diagnostic a été fait, à savoir l'équipe paramédicale, on va dire, définit un petit peu la déficience du jeune. Donc il est orienté effectivement soit vers un IME, soit une autre structure qui correspond à sa difficulté. Donc c'est décidé en fait par cette équipe-là. Et après, effectivement, le jeune est orienté dans un établissement. Et quand il arrive dans l'établissement à ce moment-là, le jeune est encore évalué par les professionnels de l'établissement. Parce que c'est encore pareil en fait, parce que quand vous regardez dans l'établissement, c'est une équipe pluridisciplinaire. Pareil, vous allez retrouver un médecin, un psychiatre, un éducateur sportif, vous allez retrouver un psychologue, un psychomotricien, donc toute une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge le jeune. Et l'avantage qu'a ce jeune-là, il a tout, on va dire, sous la main en fait. Il a tout sous la main. C'est-à-dire qu'il pourra faire du sport, il pourra faire de l'orthophonie s'il a des problèmes orthophoniques, il pourra faire de la psychomotricité s'il a des problèmes au niveau de la motricité. Certains établissements ont même des kinés, par exemple. Donc il pourra faire de la kiné. On imagine que vous avez aussi un panel de sport, parce qu'il y a le canoë-kayak, il y a d'autres disciplines. Est-ce que c'est vous qui détectez aussi Oui, c'est-à-dire que l'éducateur sportif, en fait, dans l'établissement, il a le libre choix, puisque c'est un spécialiste. C'est un spécialiste on va dire, de la déficience et du handisport. C'est bien. Je vais revenir sur le handisport tout à l'heure. Donc, en fait, ce sont des jeunes qui peuvent, selon effectivement leurs problématiques, qui peuvent toucher à tout. Et qui touche à tout. Donc l'éducateur sportif qui est là, lui, il est là justement pour pouvoir permettre à ces jeunes-là d'avoir une activité sportive comme tout autre jeune en fait. Et c'est ça que nous recherchons, c'est permettre aux jeunes d'avoir une activité sur le temps scolaire, enfin ce qu'on appelle, on va dire, sur le temps établissement. Mais aussi hors établissement. Parce que c'est ça aussi notre rôle, c'est de pouvoir
permettre aux jeunes d'avoir une activité hors temps établissement. C'est-à-dire, comme tout jeune, le mercredi après-midi, prendre son sac, aller dans son club. Mais malheureusement, c'est là notre difficulté, c'est de pouvoir inscrire ces jeunes-là dans ces clubs-là, parce que la plupart de ces clubs-là sont, on va dire, ont une notion de compétition, une notion de performance. Et si ce jeune-là n'est pas performant, le plus souvent il est mis de côté. C'est une réalité. Ouais, c'est sûr. Et je l'ai vécu. Même dans d'autres disciplines. Voilà. Aussi, donc il est mis de côté. Et en fait, le jeune, très rapidement, il se détache et puis il retourne à la maison et ne fait rien. Donc vous êtes basé où? Nous, l'association. Voilà. Alors le siège social maintenant est au CESAD Pro Passerelle, qui est à Pointe-à-Pitre, à Bergevin. C'est le nouveau siège social de l'association, la GSA. Je voudrais juste rebondir, quelle que soit la décision qu'on a, rebondir, orienter et réorienter, quand l'on peut avoir, c'est une décision qui nous émane d'un partenaire incontournable, qui est la MDPH, qui a déjà reçu la maison départementale du handicap, qui a déjà vu avec l'équipe pluridisciplinaire la personne en situation de handicap et qui lui donne un qualificatif, si je dirais, une gradation. Et c'est en fonction de cette décision de la MDPH que le jeune est orienté dans telle ou telle structure. Donc ça, si vous voulez, c'est le laisser-passer qui lui donne accès soit à un foyer, soit à une masse, maison d'accueil spécialisée, un foyer d'éducation, à un IME, à un IMPRO, ainsi de suite. Donc ça, c'est un partenaire incontournable. Lui, ça, c'est important de connaître ça en matière de handicap. Deuxième chose, on disait que tous les établissements qui ont des éducateurs, ce sont avant tout des éducateurs sportifs, avec aussi certains le label tout handicap. Donc le tout handicap fait que n'importe quel éducateur, tu as demandé tout à l'heure comment ça se voit, ça se flaire, ça se voit. Donc le fait d'avoir la routine fait qu'on sait détecter et on sait quelle activité qui serait plus privilégiée pour ce jeune. D'accord. Le Cross-Gois. Le Cross-Gois, normalement, doit recevoir tout le monde. Ouais. Normalement, le Cross-Gois, c'est lui qui fédère. Tout ce qui est olympique, il n'y a pas longtemps, ils ont signé. Oui, j'ai vu, il y a pas mal de choses. Je suis tout. Que dit le Cross-Gois? Le Cross-Gois, pour l'instant, au même titre que les instances locales, ils ont aussi, chacune d'elles, de ces instances, elle a aussi un secteur, un volet, je pourrais dire, un casier qui est réservé au sport et handicap. Nous avons le conseil départemental qui a un animateur ou quelqu'un ou un élu qui est en charge du handicap. Le conseil régional en a un. Le Cross-Gois a une cellule aussi. Donc justement, il va falloir qu'on reprenne la tâche. Je crois qu'on leur a déjà envoyé, ou ça ne saurait tarder, un document lui disant qu'on a reconstitué notre bureau et qu'eux aussi, de temps en temps, doivent nous laisser une place, ne serait-ce que dans le bureau décisionnel, il devrait avoir une personne, soit de la GSA, là pour parler du handicap et mettre en avant. Selon vous, ils sont un peu réticents? Non, je ne pense pas qu'ils soient réticents. Simplement, c'est une méconnaissance où le fait qu'il n'y vais pas eu vraiment de participation intrinsèque, on pense qu'il n'y a pas d'association. Et nous existons depuis 1988. Non, heureusement. Je vous ai posé la question tout à l'heure, 1988. Alors, Harry Sulmona, quel est le blocage aujourd'hui? Parce que on comprend qu'il y a un petit blocage quelque part. C'est-à-dire que le blocage, ce sont les structures qui n'ont pas encore bien compris, puisqu'on imagine dans vos statuts. Je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que il est vrai que l'association existe depuis 1988. On a fonctionné pendant un certain nombre de temps, effectivement, où nous organisions des activités. Par la suite, elle est tombée en léthargie. Il faut le dire, elle est tombée en léthargie. Donc, il y a eu un grand laps de temps où il n'y avait plus d'activité. Depuis 2016, on a essayé effectivement de repartir. Malheureusement, comme on dit vulgairement, la mayonnaise n'a pas prise. Et puis depuis fin de l'année dernière, j'ai recontacté Guy, j'ai dit à Guy, non, il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne parce que nous avons des résidents, nous avons des usagers, nous avons des jeunes qui ne demandent que ça. Donc du coup, on s'est réunis, on a reconstitué le conseil d'administration de la GSA et on a décidé sur de nouvelles orientations. Maintenant, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas parler de blocage, puisque là, on est en train de
de repartir. On est en train de repartir, donc on a fait les démarches qu'il faut, à savoir. Depuis, on a commencé depuis le mois de novembre. Le 29 novembre. Le 29 novembre 2019. On a reconstitué. Un jeune bébé, même si. Voilà, on a reconstitué le conseil d'administration et, comme je disais, avec de nouvelles orientations. Et là, on a eu une première séance, comme le disait Guy tout à l'heure, on a eu une première séance qui, ma foi, qui est prometteur. Parce que nous avons quand même réuni des directeurs, nous avons quand même réussi à avoir 2 ou 3 directeurs, des chefs de service d'établissement qui, lors de cette réunion, ont laissé entendre l'ouverture. Et je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, comme tu disais, on est un jeune bébé, même si on est vieux. Mais ça se voit pas. Hein. Même si on est vieux, non, moi je suis toujours encore jeune. Mais ça se voit pas, c'est ce que j'ai dit. Donc on est en train d'essayer de repartir. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, simplement il faut laisser les choses se mettre en place. Voilà. Mais il faut aussi que les structures, les institutions. Voilà. D'ailleurs, intégrer ces jeunes. D'ailleurs, dans notre nouvelle orientation, on a retenu quand même 2 manifestations pour cette année. Donc la première manifestation de la GSA, ça va être une randonnée. Donc on va regrouper le maximum d'établissements et le maximum de jeunes. Ça va se faire sur le littoral de la ville de Sainte-Rose, entre la plage des Amandiers et Cluny, Vinci, tout ça. Voilà. Donc si tous les établissements répondent, on devrait avoir pratiquement entre 400 et 500 jeunes. Vous avez déjà répertorié à peu près? Non, comme c'est le 26 mars, donc là on est en train de mettre les choses en place. Les établissements vont recevoir l'invitation et à ce moment-là, ils vont s'inscrire. Et comme ça se faisait auparavant, en fait, parce que quand on faisait des réunions à GSA, sur un stade par exemple, celui des Abîmes, il y avait pratiquement 200, 300 enfants, 300 jeunes, moins jeunes, plus jeunes, et voilà. Donc là on est en train de repartir. Les choses se mettent en place et je pense que c'est surtout ça que nous recherchons, c'est cet échange entre les établissements d'abord, permettre cet échange entre les établissements. Si nous, on peut effectivement fédérer tout ça, on le fédère, mais les établissements aussi peuvent prendre la décision d'organiser une manifestation, ça ne pose aucun problème. Hein. Au contraire, ça ne peut qu'être positif. Voilà, donc nous allons prendre l'avion, décoller, nous quittons la Guadeloupe. Et nous retrouvons avec Guy Vala, le national directeur. Parce que avant ça, je sais de parler de ce côté sport olympique. Avant tout, et dans le même ordre d'idée fédérant, nous disons simplement qu'il y a le Crossval qui prouve que justement un établissement a mis en place une activité. Ça va se faire. Le Crossval, c'est les établissements, les foyers de vie qui vont se rassembler autour d'un cross qui va se faire au Gosier le 18 février là. Donc vous voyez que ça vit. Et ensuite la dernière chose, c'est juste dire que la nouvelle équipe a tout lieu d'apprendre. Donc ça va prendre aussi un petit temps parce que les personnes nouvelles qui sont là, elles doivent apprendre quelle est la fonction et qu'est-ce qu'il faudra faire et comment amalgamer cette sauce. National Director, what's up? It's not difficult. On est rentré dans le versant spécial olympique qui nous donne la particularité de pouvoir participer dans toute la Caraïbe. Dès qu'il y a une invitation, un programme nous invite, on peut y aller. Ça a tardé, mais c'est très très bien ça. Non, ça n'a pas tardé. Non, je ne parle pas de votre fédération, de votre comité, pas de ça, mais que nous soyons dans le bassin caribéen. On a vu derrière la Copassi, il y a pas mal donc de ligues et de comités aussi. En athlétisme, on l'a vu avec la ZAC du côté de Petit-Beau, donc c'est bien. Dans la même continuité, n'oublions pas que la Guadeloupe a signé et maintenant fait partie de l'OECS. Donc la Dominique, qui est toute proche de nous, peut travailler avec nous, faire des échanges et faire des entraînements avec nous. Donc là maintenant, il faut, à Spécial Olympique, la particularité c'est de pouvoir développer des activités sportives, mais nous avons quand même de très longues jambes d'avance sur tous les autres programmes. Je parle proche, que ce soit Antigua, que ce soit Dominique, que ce soit Sainte-Lucie. Moi, ma particularité va consister d'ici bientôt, parce que je t'avais contacté en décembre, la nouvelle présidente aussi exécutive, mais elle a eu un retard, qui est Lorna Bell, qui est jamaïcaine, est venue ici. Elle ne peut pas comprendre qu'avec un tel potentiel, que nous n'ayons pas pu faire plus et on ne s'est pas fait plus connaître. Donc ça rentre dans le même ordre d'idée
Moi, ce qui va être décidé au mois de mars, fin mars, début mai, début avril, où il y aura le Business Meeting Caribbean, toute la Caraïbe. Donc probablement, on va certainement réattribuer la fonction en charge des programmes francophones. La grosse difficulté, c'est que les programmes francophones sont pratiquement mis de côté parce que ça leur pose problème. Nous, on fait l'effort de parler anglais, mais eux ne leur parlaient pas de dire au moins un mot en français. La Caraïbe, c'est un peu ça. C'est ça la difficulté. J'ai eu cette chance, ce privilège d'aller du côté de Sainte-Lucie, Barbade, si vous ne parlez anglais, mettez-vous là, parce que comment on va rester, qui les ascendants, les descendants, il faut pas connaître. Ça, c'est pas. Donc, et leur sortie, il faut payer en taxe. Donc, spécial olympique, on a bien dit, c'est Caraïbes et international. Donc, international, mais vraiment très loin. Par exemple, les prochains Jeux d'été auront lieu en 2023 en Allemagne. L'an dernier, en 2019, c'était à Abu Dhabi. Malheureusement, on avait une accréditation, mais on n'a trouvé personne pour y aller. Très bien. Ça tombe bien. La pub. Et on revient. Voilà, deuxième partie de challenge avec, on le rappelle, nos invités Guy Vala et pas Patrick Onesta, mais Harry Sulmona pour ce volet AGSA et le floorball est très très bien expliqué d'ailleurs, et puis cette belle naissance qui à mon avis se concrétisera un très beau mariage pour que ces jeunes personnes en tout cas puissent avoir ce sport adapté. Deuxième thème avec Patrick Onesta, président de Pongis Abim Club, donc de MJCA, qui écoutait avec passion, et on imagine que quelque part Guy Vala va vous convaincre, peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas. Rassurez-moi, vous avez bien créé votre club en 2018. En 2018. Voilà. Alors, je préfère dire responsable pas le président. Du Pongis Abim Club, parce que je fais partie d'une grande famille qui est la MJC des Abîmes, qui héberge beaucoup d'activités sportives et culturelles. Et il y a un président du conseil d'administration. Je fais partie aussi du conseil d'administration. Moi, je vais faire ça et dire, même si par-ci par-là, au sein même de l'activité, on m'appelle président, je suis le responsable de l'activité du club, Pongis Abim Club. Mais c'est bien, puisque vous avez aussi, je ne sais pas peut-être créé, parce que vous êtes un homme assez modeste, mais vous avez intégré et pu inclure aussi le basket depuis plus d'une quarantaine d'années, et la MJCA a donné ce qu'aujourd'hui elle est. Et aujourd'hui, c'est le ping-pong. Il ne faut pas oublier que là, je suis aux Abîmes. Quand je suis arrivé en 78, quand j'ai commencé dans l'activité en 78, les Abîmes, c'était le football et le cyclisme. Il n'y avait pas de place pour d'autres activités. Donc, moi, quand je suis arrivé, il y avait un balbutiement de basketball. Des jeunes de la même rue centrale qui traversaient le bourg, qui jouaient au basket. Et moi, quand je suis arrivé après mon service militaire, où j'avais passé mon brevet, j'ai amené des jeunes autour de mon domicile à faire du basket. C'était des jeunes qui avaient l'âge de cadet. Et puis après, comme on était la risée des autres clubs, j'ai dit non, mais on ne va pas tout le temps sérieux de la MIC. Donc j'ai créé en 1980 la première école de basketball. Et de 1980 à 2019, j'étais le responsable tout en étant entraîneur d'autres catégories. Les enfants qui étaient à l'école de basket, au fil des temps, sont devenus des benjamins, des minimes, des cadets, et plus tard des seniors. Ce sont ces mêmes-là aujourd'hui qui sont entraîneurs. Donc 40 ans, c'est une vie. Et donc, le fait de passer 40 ans dans une seule activité et dans le même club, ça donne de l'assurance, de la reconnaissance, mais surtout aussi que les jeunes que j'ai eus, j'aime pas dire que j'ai formé, parce que je les ai amenés à aimer le basketball. Et c'est seulement quand j'ai fait des écoles de basket, je ne forme pas. Je t'apprends à aimer la discipline, que tu puisses y rester toute ta vie. Et c'est ça qui est arrivé. Et donc, pour aller plus vite, j'étais entraîneur, il m'est arrivé d'être sur une année d'entraîneur de 3-4 sections. Et à un moment donné, je me dis que ça n'a pas duré longtemps,
j'ai formé des gens, j'ai formé des entraîneurs, j'ai formé des responsables. Il y a des responsables clés aujourd'hui, comme Miguel Gelas. Qui est aux États-Unis, qui est revenu, déjà depuis 2 ans. J'aime bien sa pédagogie, sa façon de voir les choses. C'est un collègue de travail. Et donc, Séverine Méridan, c'est des enfants qui ont grandi, qui aujourd'hui ont la destinée du club. J'ai raconté à mes amis en 2019 que, au-delà de. En 2019, j'étais encore coach des U11, des enfants de l'école de basket. Et sur un match, je me demande, Patrick, qu'est-ce que tu fais encore là? Il y a l'expérience, il y a tout, mais il n'y a plus la flamme, il y a la passion. Qu'est-ce que tu fais encore là? Mais comme je suis quelqu'un qui commence et qui finit tout ce que je fais, je suis allé jusqu'au bout. Et on sait aussi qu'il y a les masters, c'est des personnes de plus de 50 ans, femmes et hommes, qui participent au championnat du monde des masters. Il y a la Fédération internationale de maxi basket qui fait depuis des années dans le monde un championnat. Et donc nous avons eu l'opportunité de participer à à notre premier championnat du monde en 2016 à Costa Rica. Après nous sommes partis au Brésil, en Italie et en 2019 en Finlande. Et sur le premier match, je coach, je me repose encore la question. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ça suffit. Et donc, au retour, j'ai dit, bon, écoutez, il y a beaucoup d'émotions. J'ai dit ça parce que écoutez, c'est mon dernier match. C'est fini. Sur le banc, c'est fini. Si je fais des baskets, c'est pour moi. Je joue pour moi. Et finalement, donc c'est en 2018, pour vers 2018, j'ai eu la chance de tomber sur. J'avais ça jamais déjà dans ma tête qu'il fallait passer à autre chose. Mais quand on est un passionné et qu'on aime ce qu'on fait, va jusqu'au bout, si on laisse une passion, elle ne la remplace pas par une autre, on revient automatiquement dedans. Et c'est là que je me dis, voilà, dans le milieu professionnel, je suis un des agents de la direction des sports de la ville des Abîmes, je suis responsable du service animation sportive, donc je sais les besoins et les manques. Et aux Abîmes, il n'y a pas de tennis de table. Depuis 1980, où un feu M. Bouel, qui était un autodidacte dans tout, et qui avait lancé l'activité, et puis il est passé à autre chose, et l'activité s'est perdue d'elle-même. Il me dit, bon, moi j'ai fait aussi à l'époque du tennis de table avec lui, je sais très bien jouer, je joue en famille, je joue avec des amis. Il dit, bon, gars, il monte en équipe tennis de table. Ça, c'était en juillet, j'ai rencontré un jeune. Alors, à l'époque, avant, il y avait un club de tennis de table au Gosier qui s'appelle Maria Stella. Le club a disparu. Et j'ai récupéré un jeune qui était justement coach. Et j'en ai parlé avec lui. Et bon, et pourtant, on a fait un truc de bien. C'est un garçon super bien. Il travaille justement à la pause méridienne dans des écoles pour initier le tennis à des enfants. Et il m'a amené un autre cadre de cet ancien club du Gosier, M. nommé Hubert Wilfried, qui est lui entraîneur fédéral. Et le jeune en question, c'est animateur fédéral. De fil en aiguille, on a discuté, on a trouvé les moyens de mettre en place. Et en octobre 2018, et bien sûr avec l'aval de la MIC, quand je leur ai dit, voilà, je veux créer une activité expérimentaire, je dis, mais attends. Quand un mec comme toi, tu as mis en place une activité comme le basketball à bout de bois tout seul, puis on peut faire. Donc j'ai eu l'aval du conseil d'administration, en octobre 2018 j'ai ouvert, et là ça a dépassé toutes mes espérances. À la fin de l'année, enfin de la saison 2019, j'avais 17 licenciés. 17 licenciés, des jeunes comme des moins jeunes. Et on a quand même sorti un jeune formé chez nous, champion en Benjamin. Et ça a boosté aussi les autres. En 2018, j'avais déjà aidé aussi par la ville. Quand on veut faire ça, il faut aussi du matériel. Il faut des tables, il faut des raquettes et tout et tout. Et donc, aidé par la ville, aidé par... Là encore, je remercie notamment les parents. J'ai eu la chance d'apporter des gens formidables dans cette activité. Autant les personnes que je viens de citer, Jacques Davy, Alexandre Cornet, Hubert Wilfried, mais aussi les parents des jeunes enfants qui se sont
intégrés, impliqués dans l'organisation, par leur présence, par leur projection, qui m'ont permis d'élever ce club, qui est encore un bébé, parce qu'on n'a même pas encore 2 ans. On n'a pas du 18 mois à peu près. Et on est déjà de plein pied dans l'activité. On nous connaît. On est déjà pratiquement un club majeur de la Ligue. Et tout le monde connaît, parce que bon, on a remporté un titre l'année dernière, on a des titres aussi. On va voir la photo avec on a aussi des titres ami Zébris. Et nous travaillons cette avec photo, les écoles. Justement, c'était ce week-end. Alors, ce week-end, nous jouions au Lamentin. C'est un Blachon, ça. Alors, il y a, en plus du championnat, il y a le critérium fédéral par catégorie. Et le jeune que nous avons, c'est un jeune qui est arrivé chez nous, qui a été formé chez nous. Et il a remporté celui-là, il a joué 6 matchs, je crois. Il a remporté tous les matchs et il a fini premier. Corny. Alors, lui, il s'appelle Fédor Lucas. C'est un minime. Et on a encore un jeune du même, jeune d'un an, qui a été détecté par le conseiller technique national, qui est actuellement dans le département jusqu'au 20 février, qui s'appelle M. Michael Mevelec, qui est venu pour tâter un peu le niveau, apporter des solutions, voir un peu comment, en tout cas pour veiller au développement du tennis de table. Il ne faut pas oublier que nous avons dans l'équipe de France qui va disputer les prochains Jeux Olympiques, un Guadeloupéen qui s'appelle Cassin. Robin. Oh, voilà. Qui est de Saint-Claude. Qui est de 5 ans mais qui vit au Lamentin. C'est ça, mais qui a commencé ses armes. Voilà un homme très fort, parce que là, il se bat contre la maladie. Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas très longtemps aussi. C'est un ami d'ailleurs. Je le salue, un ami commun. Et Robin Cassin, c'est vrai qu'il se bat contre la maladie. Mais il adore cette discipline. J'allais justement parler donc, du club du Lamentin, c'est aussi un très beau club. Le père de Cassin, justement, était un entraîneur du club de Lamentin. D'accord. Le stade Lamantinois, tennis de table. Et donc voilà. Nous continuons notre chemin, tout en sachant qu'il faut faire les choses étape par étape. Il y avait un très bon club aussi à Bémaro aussi. Oui, mais c'est un des clubs les plus puissants. C'est un des clubs qui a le plus de licenciés, qui a pratiquement la moitié du nombre de licenciés qu'il y a en Guadeloupe. Il y a quand même 8 clubs en Guadeloupe. Il y a 5 dans la région bastérienne et 3 en Grande Terre. Peut-être pas assez. Donc c'est pas assez. Donc c'est le combat de la Ligue de Guadeloupe de tennis de table pour augmenter le nombre de licenciés, augmenter le niveau, mais aussi amener, et c'est aussi les prérogatives de la Fédération française de tennis de table, faire qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap ajoutées, parce que c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. À tous les niveaux, mais aussi plus de filles aussi. Qu'est-ce que vous dites justement, Patrick, Guy? J'ai déjà un assistant qui fait du tennis de table et qui avait déjà commencé. Malheureusement, avec ma maladie, il s'est écarté un petit peu, mais il n'y a aucune difficulté à le retrouver et à relancer la chose. Dès qu'il y aura les moyens, on met en place. Ça ne pose contact. Oui, on va prendre contact. Il y a une commission à la Ligue générale de la Ligue guadeloupéenne de tennis de table qui s'occupe justement de cette partie. Mais il n'y a aucun souci. Il faut dire aussi, je ne l'ai pas dit, que depuis le début d'année, je fais aussi partie de la Ligue guadeloupéenne de tennis de table. Donc pour travailler un peu par rapport à mon expérience que j'ai eue pendant des années. Et donc ça permet notamment de grandes ouvertures et aussi la naissance d'autres projets beaucoup plus importants pour le tennis de table. Sinon, aux abîmes, mais en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a pas mal donc, de clubs au sein de la MJCA. Comment est-ce que vous arrivez à peaufiner, à trouver les horaires justement pour les heures d'entraînement? Et où ils s'entraînent? Heureusement, il n'y a pas beaucoup de sports de salles intérieures. Ouais. Donc, nous, on a trouvé facilement des créneaux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'activités. Et donc, on a trouvé facilement. Donc, on s'entraîne dans la grande salle de la maison des jeunes. C'est bien. Qui a créé et fait émerger pas mal de grands entraîneurs et de grands athlètes. Absolument. Aussi. C'est terminé, puisqu'après, il y a un autre programme. Guy Vala, mot de la fin, très rapidement. Ensuite, ce sera Ariel Sumona. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on termine. Mot de la fin, simplement, on redémarre et puis ma mission maintenant, c'est de rencontrer tous les directeurs d'établissements et de rencontrer tous les éducateurs sportifs dans toutes les structures, quelles qu'elles soient, et tous les comités et éventuellement les instances principales de se faire reconnaître encore à nouveau et de lancer des missions et des challenges avec eux. On sera là, il n'y a pas de souci. Moi, mon mot de la fin, c'est simplement
permettre à tous ces jeunes, à tous ces travailleurs sociaux, enfin pas travailleurs sociaux, tous ces travailleurs handicapés, comme on dit, c'est de leur permettre d'avoir une activité pour un meilleur épanouissement. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est ce que nous visons, c'est l'épanouissement de la personne, qu'il soit déficient mental, déficient physique, c'est simplement son épanouissement et je pense que c'est ça le plus important. Isabelle, il faut accompagner. Patrick Onestin, un mot de la fin. Oui, je voulais juste dire que notre combat au niveau du club, c'est ramener le plus de filles possible. À toutes les filles qui nous entendent, qui puissent se rapprocher de la maison des jeunes, nous sommes ouverts pour toutes les de 7 ans jusqu'à 88 ans, nous sommes ouverts. Faites du tennis de table, c'est un sport pour la famille, pour tout le monde. Et je remercie encore Canadis de m'avoir invité, mais il m'a donné aussi la possibilité de rencontrer des frères, des gens qu'on ne sont pas amis, mais des gens on a une bonne connexion chaque fois qu'on se voit. C'est un peu le but de Challenge. Tout à fait. C'est un peu ce que vous, si vous mettez en place, Fédéric. Merci beaucoup, messieurs. C'est nous. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. On aura l'occasion de se revoir. Merci Patrick, merci Harry, merci également à Guy, merci à Zébris pour l'area technique. Et puis, je ne partirai pas sans vous dire qu'attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Passez une excellente soirée et bon début de semaine à vous tous. Et à lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.